En fait, il y a les deux formats là. Bonjour à tous. Bonjour. On va bientôt commencer. On attend juste que les dernières personnes arrivent. Alors, bonjour Karine. On a déjà des personnes bien présentes, c'est chouette. On commence dans 1 minute, si c'est bon pour tout le monde. Bon, on va pouvoir commencer. Alors, bonjour à tous. Tremi Corporate est ravi de vous accueillir pour ce 3e et avant-dernier webinaire réalisé en partenariat avec l'Institut Curie pour ce mois d'octobre rose, placé sous le signe de la prévention et de la sensibilisation du cancer du sein. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre nos webinaires et nous espérons que vous serez encore plus nombreux aujourd'hui. Alors, en ce jour, nous sommes en compagnie du docteur Carole Bouloc, chef du département soins de support et soins palliatifs à l'Institut Curie, vice-présidente de l'Association francophone de soins oncologiques de support, et de Béatrice Boitard, chargée de mission soins de support à l'Institut Curie. Pour rappel, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans l'onglet questions et à voter pour celles qui vous intéressent le plus en cliquant sur la petite flèche qui pointe vers le haut, située à gauche de la question. Nos deux intervenantes y répondront à la fin de leur présentation. Je vais vous laisser la parole, Carole et Béatrice. C'est moi qui vais présenter leur présentation, parce qu'il y a un petit problème de connexion de leur côté. Voilà. Je vous souhaite à tous un bon webinaire. Et oui, et juste pour préciser, donc là, vous verrez, je pense que vous ne verrez pas forcément très bien la présentation, mais on vous l'enverra par la suite sur les plateformes. Voilà. Oui, exactement, parce qu'on a un souci d'intégration et donc ça n'apparaît, les diapositives n'apparaissent que par 2, ce qui est assez original, mais qui n'empêchera pas, je pense, d'avoir un moment de partage intéressant. Du moins, c'est ce que je souhaite avec vous. Merci beaucoup d'être connectés. Je suis ravie d'être là. Donc, je suis médecin cancérologue, responsable du département de soins de support à l'Institut Curie. Et effectivement, on va parler de prévention et du rôle particulier que joue l'activité physique dans la prévention du cancer. Alors, peut-être un petit peu de généralité sur la situation épidémiologique du cancer en France. D'après les dernières données que l'on trouve d'ailleurs sur le site de l'INCa, l'Institut national du cancer, qui date de 2018, on a quand même 2 bonnes nouvelles, puisque le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas de cancer, se stabilise, voire pour certains types de cancer est en légère baisse, et que le taux de mortalité diminue également, avec une évolution donc vers des formes métastatiques qui se chronicisent. Et là, on est clairement sur le résultat apporté par les nouveaux traitements. Vous savez que les thérapeutiques du cancer ont beaucoup progressé ces 20 dernières années, avec l'avènement d'abord de la thérapie ciblée, puis de l'immunothérapie, et la diminution du taux de mortalité traduit ce fait. Un point pour finir sur ces diapositives très important, c'est le taux de prévalence, c'est-à-dire le nombre de personnes touchées par un cancer sur un espace, sur une année. Eh bien, il est quand même de 3 millions. Donc, quand on a ce chiffre en tête, évidemment, c'est quand même important. La suivante.
s'il vous plaît, Justine, merci. En fait, ce que moi je vais regarder sur mon écran parce que c'est plus gros, le nombre de nouveaux cas de cancer en 2018 est de 382 000, avec une petite prédominance masculine, 54%, et un âge médian de 68 ans. Donc quelque part, si j'osais, un premier message aujourd'hui, ce serait de vous dire le facteur de risque le plus important du cancer, c'est l'âge. Les cancers de l'enfant existent, mais fort heureusement, ils sont très très rares. Et plus on vieillit, ça dépend bien sûr du type de cancer, mais bien souvent, avec l'âge, le risque augmente, la probabilité augmente d'avoir un cancer. Alors, quels sont ces cancers? Eh bien, chez l'homme, il s'agit du cancer de la prostate, qui est le plus fréquent, avec 50 000 cas par an. Le deuxième, c'est le cancer du poumon, 31 000 cas. Et le troisième, cancer colorectal. Chez la femme, c'est aussi un cancer hormonodépendant, c'est le cancer du sein, 58 000 cas. C'est donc le cancer le plus fréquent. En deuxième, on retrouve le cancer colorectal et en troisième, le cancer du poumon. Quel est le nombre de décès par cancer? Eh bien, il est de 150 000, donc à rapporter aux chiffres d'incidence que je vous ai donné tout à l'heure de 382 000. Donc, on a une mortalité qui est à peu près à un tiers. Donc, 150 000 décès par an et évidemment, bien les cancers les plus fréquents sont aussi effectivement ceux qui donnent le plus de décès par an. Le cancer du sein, 12 000 décès par an. Le cancer du poumon, 22 000 décès par an. Le cancer du poumon est le deuxième cancer en fréquence, mais le premier en nombre de décès, car le taux de mortalité par cancer du poumon est plus forte que pour le cancer du sein. Alors, maintenant, rentrons dans le vif du sujet et je vais tout de suite évoquer avec vous la question des facteurs de risque, puisque qui dit prévention dit connaître les facteurs de risque. Donc, c'est la deuxième diapositive, la diapositive de droite. Donc, en fait, les deux ronds ici, c'est l'alcool et le tabac, qui sont clairement un facteur de risque du cancer. Cumulés ensemble, l'alcool et le tabac favorisent les cancers ORL, cavité buccale, pharynx, larynx et l'œsophage, voie aérodigestive supérieure. Et l'alcool, quant à lui, expose à un risque seul spécifique de cancer du foie par évolution défavorable d'un problème de cirrhose. Il expose également à un surrisque de cancer de l'estomac, du côlon et du rectum et du sein. Et quant au tabac, lui tout seul, il favorise le cancer de la vessie principalement. Les deux autres facteurs de risque, qui sont les deux autres ronds là sur la gauche, ce sont les facteurs alimentaires, déséquilibre alimentaire et surpoids et obésité, qui vont de manière plus logique favoriser, surexposer au risque de nombreux types de cancers différents, sein, foie, pancréas, rein, côlon rectum, endomètre, poumon, etc. Il y a d'autres facteurs de risque, c'est pas les seuls, même si c'est les plus importants. On va citer en particulier, par exemple, les infections, c'est-à-dire essentiellement les virus, que vous trouvez sur cette diapositive, qui n'est pas évoqué là sur cette diapositive, je le trouve pas, mais peut-être parce que c'est en incidence, c'est encore inférieur à 0,4%. Donc les virus, le papillomavirus par exemple, c'est très connu. Les infections du col de l'utérus à papillomavirus, surtout si c'est le type HPV 16 ou 18, surexpose à un cancer du col de l'utérus. On peut citer aussi dans les autres facteurs de risque les radiations ionisantes, et vous vous souvenez tous peut-être de ce problème de surincidence du cancer de la thyroïde dans la population qui était exposée aux irradiations suite à l'accident nucléaire de Tchernobyl. On peut peut-être évidemment citer les cancers, les expositions professionnelles qui sont très importantes, très connues, l'amiante qui surexpose au cancer du poumon. Et
Et je terminerai par the last but not the least, le manque d'activité physique, et c'est ce dont on va beaucoup parler aujourd'hui, est également reconnu comme un facteur de risque de cancer. À tous les niveaux, on va le voir. Donc, maintenant, on va rentrer encore plus dans le vif du sujet et parler de la prévention. Je voudrais d'abord essayer de vous définir ce concept. Eh bien, la prévention en santé, ce sont les domaines d'action visant à éviter l'apparition de la maladie ou à diminuer leur gravité et leurs conséquences. On distingue la prévention primaire, qui sont les actions ciblées sur la réduction des facteurs de risque pour éviter la survenue de la maladie, de la prévention secondaire, qui sont des actions sur la maladie afin de réduire les conséquences, la durée, la gravité de la maladie. C'est donc le dépistage pour faire un diagnostic précoce, pour permettre de guérir mieux le cancer. Et on distingue aussi la prévention tertiaire qui, elle, agit après la maladie afin d'en limiter les répercussions, les séquelles ou les rechutes. Et on peut parler là, par exemple, de l'éducation thérapeutique. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Donc, en ce qui concerne le dépistage, donc la prévention secondaire, vous avez bien compris, il y a en France des campagnes de dépistage annuelles. J'espère que vous le savez. En particulier pour le cancer du sein. Ça fait très longtemps que, puisqu'on a un examen simple et facile à réaliser, facile d'interprétation, efficace dans sa détection précoce, c'est la mammographie, bien sûr. Il faut savoir qu'en France, le taux de participation à ce dépistage est faible, 50%, si on se compare à des résultats obtenus dans d'autres pays nord-européens, notamment les pays du Nord, qui eux atteignent des chiffres supérieurs à 80-90%. Mais il permet quand même de détecter 38 000 cas des 60 000 cas de détection annuelle. Le reste étant dû soit au dépistage individuel, on va chez le gynéco et on se fait prescrire sa mammographie, soit au dépistage sur symptômes. Il y a depuis peu organisé au niveau national un dépistage du cancer de l'utérus. Malheureusement, pour l'instant, on est quand même à un taux de 59% de participation. C'est pas si mal. On pourrait faire mieux. Et on a aussi un dépistage national organisé dans le cancer du poumon. Vous savez que c'est un test maintenant immunologique. Ce n'est plus les molécules, c'est un test immunologique à la recherche de détection du sang dans les selles. C'est quelque chose qu'on peut faire directement par la pharmacie sans passer par le médecin traitant. Et malheureusement, malgré cette facilité de mise en place, on est toujours à 30% de personnes qui, de la cible, c'est-à-dire les personnes âgées de 50 à 74 ans qui sont éligibles, seulement 30% pratiquent ce dépistage. Donc, j'espère que vous retiendrez, deuxième message de cette intervention, de ce temps d'échange entre nous, il faut répondre positivement aux propositions que vous recevez par courrier chez vous de campagne de dépistage au niveau national ou bien le faire à titre individuel. Alors, on n'a pas mis le bon diaporama ici, mais c'est pas grave. De toute façon, ce que je voulais vous dire, c'est que au final, 40% des cancers sont évitables. Donc ça, il faut bien le prendre en compte. C'est-à-dire que si on diminue, si on ne fume pas, si on respecte les recommandations sur la consommation d'alcool, si on n'a pas de surpoids, et si on a une alimentation correcte, 5 fruits et légumes par jour, pas plus de 2 fois par semaine de viande rouge et de charcuterie. Pour l'alcool, je vous rappelle, 10 verres par semaine maximum, 2 verres par jour maximum. On n'y est pas, je pense. Bon, si on respecte toutes ces mesures, l'alcool, tabac, l'alimentation, ne pas être en surpoids, faire de l'activité physique, et bien sûr éviter tous les autres facteurs de risque spécifiques, exposition professionnelle, virus, etc., on peut éviter 40% des cancers. Donc, vous voyez que la prévention a des beaux jours devant elle pour avancer parce qu'il y a de la marge.
Alors aujourd'hui, on va vous parler plus spécifiquement avec Béatrice, et je vais rapidement lui passer la parole, puisqu'elle est chargée du programme d'activité physique pour les patients atteints de cancer à l'Institut Curie. On va vous parler de l'impact de l'activité physique dans la réduction, dans la prévention primaire, secondaire et tertiaire du cancer. Et d'abord, peut-être vous rappeler que les recommandations de l'INCa notamment, mais aussi des sociétés de santé publique et de nutrition, c'est de faire, c'est de faire au moins 30 minutes. C'est la suivante, hein. Je pense qu'on peut changer de diapositive, même si on les voit pas très bien. Voilà, c'est la diapositive de gauche. C'est de faire au moins 30 minutes d'activité physique par jour de type cardio-respiratoire. Par exemple, un petit footing à 8 km/h. Par exemple, une séance de vélo, une séance de tapis de marche, une séance de gymnastique. Voilà. Donc 30 minutes, 5 jours par semaine. Il est également associé à ces recommandations, et c'est très important pour nous tous qui souvent avons des métiers très sédentaires, c'est de rompre cette sédentarité. Le temps passé en position assise ou couchée devant un écran doit être rompu toutes les 2 heures par des courtes phases d'activité physique de quelques minutes. Voici les recommandations officielles. Une enquête récente a montré que seuls 2/3 des adultes atteignent ces recommandations. Et sur la diapositive de droite, j'essaye de vous montrer qu'est-ce qu'on entend par activité physique. Tous les déplacements, dès que le corps est en mouvement, on est sur une activité physique. Après, donc, les déplacements en transport, si c'est pas la voiture, si c'est en transport en commun surtout, voire en vélo encore mieux. Les activités domestiques, balayer, repasser, nettoyer activement les fenêtres ou les placards. Et puis certaines activités professionnelles, parce que tout le monde ne travaille pas derrière un écran toute la journée, et certains métiers sont extrêmement physiques, pour ne citer que les déménageurs par exemple, ou les profs de sport. Et puis, il y a bien sûr toutes les activités de loisirs et de sport que l'on peut faire en fin de journée ou sur le week-end. Alors, on caractérise une activité physique par son intensité, sa durée, sa nature et sa fréquence dans le temps. Alors, l'intensité, elle peut être faible. Elle est alors comprise entre 1,5 et 3 MET, c'est-à-dire métabolique équivalente of task. Le MET étant la dépense énergétique que l'on a au repos. Et donc, tout est calculé par rapport à cette dépense énergétique de base. Donc, les intensités, les activités physiques de faible intensité, ça va être une marche ou une promenade. Si c'est une intensité modérée, ça va être une marche rapide, une montée d'escalier à vitesse lente, une nage de loisir ou un vélo de loisir à 15 km/h. Une intensité élevée, ça va être une montée rapide d'escalier, une course à pied si elle dépasse 8 km/h, une marche si elle dépasse 5 km/h ou sur une pente, un vélo s'il dépasse 20 km/h. Bon, c'est des moyennes, hein, bien sûr. Et là, en mètres, on est entre 6 et 9 mètres. Et puis très élevé, c'est réservé à quelques élus, tout le monde ne peut pas le faire. Les courses à pied à plus de 9 km/h ou le vélo à plus de 25 km/h. Donc voilà ce qu'on définit comme les intensités. Et donc les recommandations, c'est bien de faire une intensité modérée à élevée. Hein. Beaucoup de gens me disent, je fais du sport, je marche. Alors, quand on faisait rien, la marche, c'est évidemment beaucoup mieux que rien. Mais si on est sur une marche tranquille, on est à une intensité faible. Ce ne sont pas les recommandations. Hein. C'est 5 fois 30 minutes d'intensité modérée. Voilà. Donc, je pense que ça, il faut quand même le dire. Alors, en ce qui concerne les études cliniques, et là, on peut passer à la diapositive suivante. Vous voyez sur la diapositive de gauche, quand même si vous voyez pas très bien les légendes, vous voyez bien les courbes. Qu'est-ce que c'est que cette courbe? Eh bien, sur cette courbe, j'ai voulu représenter
les résultats d'une étude qui, auprès de femmes ayant été traitées pour un cancer du sein, dans l'après-cancer du sein, la courbe en bleu, ce sont des femmes qui ont suivi une hygiène de vie comportant une activité physique élevée et un régime alimentaire de qualité, c'est-à-dire riche en fruits avec 5 fruits et légumes par jour. Et vous avez la courbe bleue et la courbe de survie de ces patientes-là. Et il n'y a pas besoin d'être médecin pour comprendre qu'à 10 ans, qui est le dernier, qui c'est 9 ans, on a une survie, à 10 ans, on a une survie qui est au-dessus de 3 autres groupes de patients qui sont celles qui n'avaient pas une activité physique élevée ou pas un régime alimentaire correct. Donc, on voit que quelque part, le message que je veux vous faire passer là, ça sera le troisième. L'activité physique après un cancer du sein produit la même efficacité que la chimiothérapie adjuvante. Attention, hein. Je te rappelle que la chimiothérapie adjuvante. Donc, c'est vraiment, nous, notre mission avec Béatrice Boitard, c'est de faire cette éducation auprès des patientes. Vous avez, avec l'activité physique, une véritable arme thérapeutique qui permet de réduire le risque de récidive et d'améliorer la survie. C'est un message fort, hein. Et bien sûr, pour les patients en cours de traitement, l'activité physique, en plus, améliore la qualité de vie, diminue la fatigue, diminue l'importance et l'intensité des effets secondaires. Alors, sur la courbe de droite, on voit que ce résultat est le même pour le cancer du côlon, mais il n'y a pas besoin d'en voir plus. Et ensuite, on va passer à la suivante. Sur la courbe de gauche, ce qui est montré là, mais peut-être qu'on peut ce qui est montré là, c'est la sorte de cercle négatif, c'est-à-dire, mais ça peut arriver à tout le monde, on est fatigué, du coup, on arrête l'activité physique parce qu'on est fatigué. Ça vous est déjà arrivé de faire ça? Eh bien, si oui, warning, parce que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en général, on est de plus en plus fatigué parce qu'on rajoute à une fatigue liées à tout un tas de raisons qui peuvent aller du surmenage professionnel à un problème de santé, on rajoute une fatigue musculaire si on n'entraîne pas ses muscles. Donc, il faut aller sur la diapositive de droite, qui est la spirale positive. Je suis fatigué, j'augmente mon activité physique petit à petit, et par conséquent, je me sens moins fatigué, ce qui me permet d'augmenter encore plus mon activité physique. Et par conséquent, j'ai une meilleure qualité de vie parce que j'ai meilleur appétit, j'ai moins de problèmes de douleur, j'ai un meilleur sommeil et je diminue l'intensité des effets secondaires. La diapositive suivante. Alors, pour terminer, pourquoi le bénéfice de l'activité physique? On va pas rentrer dans les détails parce qu'on n'est pas sur un cours de médecine, mais en fait, il y a des chercheurs qui commencent à avoir des pistes biologiques pour expliquer, pour me faire un lien entre l'activité physique augmentée et la diminution des cancers, sans doute par le rôle sur les cytokines et les marqueurs de l'inflammation et sans doute aussi parce que ça permet de diminuer les facteurs pro-inflammatoires sécrétés par la tumeur, les facteurs pro-angiogéniques. Ça permet de diminuer l'insulinorésistance et ça permet de mieux équilibrer le tissu adipeux. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a véritablement des hormones, des peptides qui ont été identifiés et qui peuvent expliquer d'un point de vue scientifique, biologique, le lien entre activité physique et cancer. Donc, sans plus tarder, et on répondra, je pense, toutes les deux aux questions ensemble à la fin. Je laisse la place et la parole surtout à Béatrice. Je ne sais pas si Béatrice est encore connectée. Je ne la vois pas. Béatrice, est-ce que vous êtes là? Je ne sais pas, Carole, est-ce que de votre côté, vous la voyez connectée? Votre micro est coupé. Je vais aller la chercher parce qu'elle est juste à côté du coup. Je pense qu'elle est déconnectée, doit avoir un vrai problème d'ordinateur. J'arrive tout de suite. Pas de souci, à tout de suite.
Excusez-nous pour ces petits problèmes de connexion. Installe-toi, ce sera très bien. Je te mets, t'as l'écran là sur le. Ah bah super. Voilà, tu peux y aller. Mets mon casque. Ouais. Ça t'ennuie pas, non? Bonjour, bonjour. Bonjour Béatrice. Désolée de tous ces incidents, on a des problèmes techniques. Voilà. Pas de problème. Bah, je vous laisse la parole. Ok. Donc, je suis Béatrice Boita. Je travaille à l'Institut Curie avec Carole Boulleuc au sein du département de soins de support, comme elle vous l'a signalé. On est donc en charge de la mise en place de l'activité physique pour sa promotion, mais aussi, bien évidemment, l'information, la sensibilisation et permettre à nos patients de pouvoir y accéder. On a donc à l'activité physique, bien sûr. Donc, souvent, on leur transmet donc la possibilité d'avoir accès à un des programmes d'activité physique adaptés, et Curie a donc été labellisée assez nouvellement en avril 2021 Maison Sport Santé. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Après, il y a plein de choses à faire et on va vous l'expliquer. Ah oui, est-ce que Justine, du coup, suivante, voilà. Le contexte, c'est important de le rappeler. Il y a une stratégie nationale sport santé qui a pour ambition de promouvoir l'activité physique et comme vous le disait Carole, c'est essentiel en fait finalement pour être en bonne santé et bénéficier du bien-être pour tous et toutes tout au long de notre vie. Et associé à ça, on en entend beaucoup parler. Il y a les Jeux Olympiques 2024 qui sont des vecteurs très actifs finalement et très positifs pour notre société. Nous allons donc sans doute bénéficier de cet engouement pour les Jeux Olympiques, ce qui va avoir arrivé dans nos écoles, dans les établissements de santé, parce que c'est notre cœur de métier, la sensibilisation à la pratique d'activité physique. Donc, Justine, la suivante. Donc, Carole vous l'a déjà dit, les bénéfices de l'activité physique sont importants. Il y a eu un rapport en 2005 et 2016 qui est un rapport Esteban qui est en quelque sorte vous annonce de façon très claire que 53% des femmes en 2015 atteignaient les recommandations de l'OMS en matière d'activité physique. Aujourd'hui, on se rend compte qu'entre 2006 et 2015, 80% des adultes avaient augmenté, notamment chez les hommes et les femmes aussi, leur temps de sédentarité au niveau donc de leur vie professionnelle, des écrans, de regarder la télévision, et ce qui est très délétère finalement pour notre état de santé. Diapo suivante. Donc les bénéfices. Alors, je suis désolée, il y a juste voilà les bénéfices et les enjeux. Un autre rapport, puisque c'est un sujet qui aujourd'hui, sur le plan du ministère de la Santé et des Sports, est important. L'INSERM, ce rapport nous donne aujourd'hui 1 Français sur 4 souffre d'une maladie chronique et 3 sur 4 après 65 ans. Donc, il y a des enjeux forts, évidemment, pour prendre en considération tous ces bénéfices. Comme vous le disiez, Carole, la condition physique, c'est très important d'en avoir une en dehors des améliorations de vos performances physiques quand on fait une activité sportive. Ça facilite la vie au quotidien, ça protège contre la survenue des maladies cardiovasculaires comme on le sait tous. Certains cancers, à hauteur de 40%, comme vous l'indiquait Carole. La perte d'autonomie, c'est quelque chose aussi chez nos personnes, chez nos anciens, qui est essentiel à prévenir. Le risque de diabète par les régulations effectivement de notre glycémie, ça aide à mieux équilibrer le taux de sucre dans le sang. La stabilité de la pression artérielle, le maintien du poids de forme. Beaucoup de femmes font des régimes, mais sans l'associer effectivement à une activité physique, eh bien, on en perd les bénéfices, et il est important effectivement de se rappeler que associé à une activité physique, le maintien du poids de forme apparaît assez rapidement. Les risques de lombalgie, vous avez vu toutes les campagnes de publicité qui sont faites, le mouvement c'est la vie, et effectivement pour les problèmes de dos, on conseille non pas de s'arrêter mais de bouger. Et c'est aussi une activité physique. Ça a des retentissements positifs sur le sommeil, le stress, la dépression et l'anxiété, puisqu'il y a eu de nombreuses publications scientifiques qui démontrent effectivement qu'aujourd'hui l'activité physique a un rationnel scientifique positif en ce sens. Diapo suivante.
Donc Carole vous le disait assez bien tout à l'heure. On va juste, je suis désolée, on a des doublons de diaporama, mais sur l'activité physique et les définitions. Donc c'est de bien comprendre finalement ce qu'est l'activité physique. On a tendance effectivement à usurper l'usage des mots entre sport et activité physique adaptée. Ça semble essentiel aussi d'apporter une petite précision, à savoir l'activité physique. Donc c'est le mouvement corporel produit par les muscles squelettiques quand on bouge en fait au quotidien. Et pour le coup, on confond souvent avec le sport qui est régi donc par des règles et l'activité physique adaptée qui, là encore une fois, fait intervenir soit des professionnels de santé, les masseurs kinésithérapeutes, ou bien des enseignants en activité physique adaptée qui peuvent dispenser, en fonction de vos besoins et de vos capacités, une activité physique au plus proche finalement des attendus et des besoins qu'on va pouvoir vous proposer. L'inactivité, c'est aujourd'hui une problématique. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, 53% des femmes sont effectivement sédentaires et 3 heures par jour, c'est énorme effectivement de cumuler la sédentarité et l'inactivité. Ça se caractérise, par un niveau insuffisant d'activité physique, ce qui ne permet pas en fait d'atteindre le seuil des recommandations. On va les revoir, les recommandations. Donc, alors non, juste un tout petit retour en arrière. Et donc, la sédentarité qui se définit comme une situation d'éveil et de très faible dépense, environ 1,5 mètre/heure. C'est ce dont a besoin le corps pour fonctionner finalement au ralenti. Tous nos organes vitaux fonctionnent avec l'équivalent de cette unité de mesure, le mètre, 1,5 mètre/heure pour que le cœur et que tous nos organes vitaux fonctionnent. Diapo suivante. La composante de l'activité, Carole vous l'a dit, donc il y a les activités professionnelles, il y a bien évidemment les tâches ménagères, les transports utilitaires et les loisirs. À ça s'ajoute évidemment le repérage indispensable, et ça aussi Carole vous l'a dit, l'intensité, et on a besoin d'avoir des repères. Quand on est sédentaire, finalement, on est en position assise ou couchée. Quand on est en activité légère, on est en position debout et on a une respiration normale. Quand on est en activité physique modérée, on a une respiration rapide, mais des possibilités de parler. Et quand on a une activité vigoureuse ou très intense, la respiration est très rapide et des difficultés à parler. Ça, tout le monde a ses repères assez simples et c'est ce qu'on va appeler en fait assez simplement le DIF, durée, intensité, fréquence, que vous voyez défiler sur la prochaine diapo, Justine. Juste après, voilà. Et où là, en fait, finalement, il faut se poser la question de savoir ce qu'on fait, pour combien de temps, est-ce qu'on a effectivement un essoufflement et est-ce que dans notre régularité, on le fait une fois de temps en temps, une fois par semaine ou bien plusieurs fois par semaine, et on a les moyens d'aller vérifier assez simplement sans pour autant à la fois ni dépenser d'argent ni être hyper connecté, soit d'utiliser effectivement des outils tels que les accéléromètres, les podomètres ou les montres connectées qui aujourd'hui sont assez, ça s'est beaucoup démocratisé. Et par ailleurs, je vous donne à la fin du diaporama le moyen d'aller tester, en fait, finalement, en utilisant des questionnaires qui sont validés, votre capacité et votre condition physique qui, de toute façon, peut bénéficier d'un bilan de conditions physiques accessible à tous. Parfois même, dans nos contrats de mutuelle, il faut aller vérifier ça dans la toute petite ligne, dans le contrat au niveau des garanties de prévention, où on retrouve la possibilité d'aller faire un bilan prêt avec une association ou un professionnel de l'enseignant en activité physique adaptée. À côté, vous voyez donc les recommandations. Alors, juste une chose, c'est de nouveau les recommandations. Donc, c'est un peu plus imagé, mais ça revient exactement à ce que disait Carole et c'est essentiel d'en prendre conscience. Il faut le faire avec plaisir.
Ça apporte beaucoup de choses positives. Donc, les 150 minutes à 300 minutes d'activité aérobique d'intensité modérée, au moins 75 à 150 minutes d'activité physique aérobique d'intensité soutenue. Voilà, et on limite les temps de sédentarité, on remplace effectivement les transports en commun, on descend une station plus tôt, on monte les escaliers, on ne prend plus les ascenseurs. Les ascenseurs, pardon, j'ai du mal à prendre ma respiration. Et au moins pour les plus de 65 ans, effectivement, l'activité physique doit être renforcée avec des pratiques qui doivent être complémentaires, à savoir des exercices de souplesse, de l'équilibre, essentiel pour effectivement préserver l'autonomie. La diapo suivante. On va faire un petit quiz, donc ce qui va nous permettre d'interagir et de voir si effectivement vous avez retenu des choses. D'après vous, petit problème de connexion a priori. On va juste leur laisser 1 minute pour se reconnecter. Je suis désolée pour cet incident. Ah, vous voilà de nouveau. Très bien. Donc, on a à la fois la question et la réponse. Donc, vous évitez de regarder sur la droite. Il y a une origine de la recommandation des 10 000 pas par jour. D'après vous, est-ce une étude scientifique, une campagne marketing ou une idée d'un médecin? N'hésitez pas à répondre. Alors, je pense qu'on le verra dans question, du coup. Scientifique. Alors, il y a Anne qui dit scientifique. Isabelle qui dit la réponse B. A. OK. Vous voyez sur le côté les réponses Oui. Alors, les questions, on actualise et on va voir effectivement. En tout cas, c'est top. Je vois que Voilà, tout le monde OK. au jeu. Donc, effectivement, les 10 000 pas, c'est une campagne marketing à l'occasion des Jeux Olympiques de 1960. Ça a été effectivement un déterminant pour stimuler la population de Tokyo en particulier à pouvoir bouger et à prendre part finalement à ces Jeux. Bien plus tard, effectivement, c'est des recherches scientifiques qui ont apporté une réponse en disant que 7 500 pas, effectivement, étaient suffisants pour pouvoir en tirer des bénéfices. Bon, par Deuxième. contre, Béatrice, du coup, en fait, à chaque fois, on voit la réponse. Eh oui, je suis désolée. Et on n'a aucun moyen, effectivement. Donc, ça perd de son sens, en fait, de pouvoir jouer comme ça. Bon, bah, du coup, en attendant, je vous mets la question 2. Je pense qu'elle ne va pas tarder à revenir. Oui, Isabelle, je pense qu'on va faire ça. D'enlever la slide et de poser la question à l'oral sera peut-être plus intéressant plutôt que d'avoir la réponse directement. J'attends juste qu'elle revienne et puis je pense qu'on va procéder comme ça. Je suis vraiment désolée. J'essaie de faire au maximum pour qu'elle puisse se connecter. On n'a pas trop de possibilités de notre côté de les faire revenir facilement. Je suis en train de lire vos questions en même temps pour qu'elle puisse y répondre dans la foulée.
Bon, je ne sais pas si elles vont pouvoir revenir, j'espère. Excusez-nous hein, pour ce désagrément. En tout cas, sachez que si problème trop important de connexion, elles répondront à vos questions si c'est pas possible là dans les minutes à venir. Elles répondront comme l'ont fait Timothée et Carole la semaine dernière. Et puis ensuite, on vous mettra les réponses directement sur vos plateformes pour que au moins vous puissiez avoir vos réponses. Voilà. Si toutefois elles n'arrivaient pas à se connecter de nouveau. Je vais peut-être continuer à vous faire passer les slides avec les questions. Je vais peut-être me permettre de vous les lire. Alors, quelle est la principale recommandation en activité physique pour la population générale? Faire au moins 150 minutes d'activité physique d'endurance, d'intensité modérée et élevée par semaine. Marcher 10 000 pas. Oui, Béatrice, excusez-moi, j'ai commencé à lire la question 2. Très bien, je me suis connectée. Je suis vraiment navrée de cette très mauvaise qualité. Très embêtée. Voilà. Donc, du coup, j'ai repris. Je suis sur mon téléphone cette fois-ci. Voilà. Donc, en fait, la question 2, c'était quelle est la principale recommandation en activité physique pour la population générale? Comme vous avez pu sans doute le voir et comme on vous l'a transmis, je vous laisse répondre A, B ou C. Est-ce 10 000 pas dans la semaine, faire 10 minutes d'activité ou au moins 150 minutes d'activité physique d'endurance d'intensité modérée à élevée par semaine? N'hésitez pas à répondre, même si vous avez la réponse à côté. D'ailleurs, voilà. Béatrice, on pensait peut-être pour les prochaines questions, vous pouvez les lire et enfin sans avoir, moi par exemple, je ne bouge pas pour la diapositive suivante. Comme ça permet quand même que les personnes donnent leurs réponses et puis c'est peut-être mieux. Ok, très bien. Donc, comment savoir si je pratique une activité physique d'intensité modérée? Réponse A, mon cœur bat à plus de 100 battements par minute. Réponse B, je suis toute rouge, comme moi actuellement avec l'état d'énervement. Réponse C, j'arrive à parler mais pas à faire de grandes discussions. J'attends vos réponses. Ah, on a des réponses. Alors, il y a 2 personnes. Ah, 2 personnes. Alors, en majorité, on est sur du C. D'accord. La diapositive suivante, du coup, pour voir la réponse. Voilà, donc, en fait, il faut toujours s'interroger finalement, fameux DIF, durée, intensité, fréquence. Important d'avoir ces petits repères dans la tête, ce qu'on appelle en fait les valences émotionnelles. On devient rouge, on a des battements de cœur, on a la sudation. Tout ça, ce sont des valences émotionnelles qui permettent d'avoir des indicateurs. Pas besoin d'avoir finalement une montre connectée ou bien un podomètre ou bien, alors le podomètre va évidemment compter le nombre de pas, mais un accéléromètre. Enfin, tous ces outils qui finalement viennent vous connecter encore une fois, alors que notre corps parle assez simplement en vous donnant des indicateurs assez simples. Quand vous montez des escaliers de façon on va dire lente, votre cœur, cette pompe va commencer effectivement à battre gentiment. Vous accélérez un petit peu, vous allez voir très vite que vous n'allez pas pouvoir tenir la conversation avec la collègue que vous avez à côté. Et puis, si vous vous lancez un défi effectivement de pouvoir les monter 4 à 4, eh bien assez rapidement, votre rythme cardiaque va augmenter. Et là, vous allez être en activité aérobique, à savoir, on va effectivement forcer un petit peu sur le cœur qui est un gros muscle.
Donc, la réponse était C, effectivement. Il faut bouger plus, d'intensité élevée si on peut, c'est parfait, sur des petites durées, le faire à son rythme, en fonction de ses besoins, et la progression est assez souvent rapide quand on le fait de façon régulière. Carole, vous l'avez déjà mis. Moi, je vous l'ai remis là avec un petit peu plus de détails finalement. Les intensités sont sur le tableau que peut-être Justine va pouvoir partager avec vous en notant dessus effectivement les intensités faibles, modérées, élevées et très élevées, et où on vous donne finalement des indicateurs comme par exemple la marche lente, la marche de 5 à 6 km/h, la marche de 5 km/h et les activités sportives intenses. La course, par exemple, montée rapide des escaliers, c'est ce que je vous disais, le jardinage, toutes ces choses. Vous avez des repères assez faciles à trouver. Et là, pour le coup, normalement, vous devez avoir des indicateurs. Alors, quand on est entraîné, tous ces indicateurs, évidemment, vont aller à la baisse pour permettre finalement de se retrouver avec un niveau au-dessus pour passer finalement en activité et en intensité très élevée. Intégrer la pratique à vos modes de vie. Donc, Justine va peut-être aussi pouvoir partager la suivante, l'autre diapo, voilà, qui est donc à droite, où là, finalement, on n'est pas obligé non plus de se lancer un challenge insurmontable. L'essentiel, c'est de le faire avec beaucoup de plaisir, de pouvoir intégrer ça à nos modes de vie. Voilà, si vous avez des animaux, si vous aimez être en groupe, si vous aimez écouter de la musique, tous les moyens sont bons finalement pour réussir à attraper, de faire de l'activité physique. La question 4, c'est, on ne va pas la passer, donc Justine, c'est on va vous poser de combien est diminué le risque de cancer du sein chez les femmes les plus actives par rapport aux femmes les moins actives. Carole vous l'a transmis dans son diaporama. Est-ce que vous pouvez répondre ? On a une réponse d'Isabelle, 40%. Et Olivia, j'en profite pour vous répondre. Oui, vous aurez la présentation qui vous sera envoyée, évidemment. Oui, tout à fait. Alors, on a plusieurs réponses à 40%, 54% par Marie. Alors, 40%, c'est pour tout cancer. Et il y a eu donc des études scientifiques au nombre de 47, des tas de publications qui ont été faites par des experts, et qui disent que c'est 20% le risque de cancer du sein pour la diminution du risque. Alors, la diapo d'après, pour qu'on puisse vous laisser un petit peu de temps pour poser vos questions si vous en avez, l'idée, c'est de se dire qu'on a un coefficient d'autonomie à l'activité physique qui est individuel. Donc, il y a des recommandations, il faut essayer de s'y tenir, mais l'essentiel, c'est bien évidemment de prendre du plaisir et de pouvoir faire ça, en fait, en fonction de son niveau. Ne pas hésiter à s'y mettre en marchant, en jardinant, tout ça, toute cette globalité d'activités qu'on vous a décrites, pour vous autoriser finalement à voir que vous allez bénéficier de cette qualité de vie augmentée, meilleure, ça on peut vous le garantir. Et puis il y a sur Prescriform un questionnaire dont je vous parlais, qui est le GPAC simplifié, qui est un questionnaire validé en activité physique, qui permet de prendre tous les éléments, aussi bien le professionnel que le loisir, que l'activité sportive, et qui vous donne finalement un état dans lequel vous êtes aujourd'hui. Après, vous avez une auto-évaluation assez simple qui s'appelle un test de Ritchie et Gagnon, que vous pouvez faire en 2 minutes, et ça va déterminer votre profil, savoir si vous êtes actif, pas actif ou très actif. Bien évidemment, si vous êtes inactive, on va vous conseiller de commencer à pouvoir vous y mettre. On a mis à la fin de ce diaporama des tas d'informations et de sources pour lesquelles vous pouvez, donc du coup, Justine, vous pouvez continuer le diaporama, voilà, super, où là, finalement, vous avez des repères et des moyens pour faire des recherches. Là, je vous ai mis des sites sur lesquels vous pouvez aller chercher des activités de plein air, des activités pour les enfants, des activités pour les seniors. Voilà, parce que finalement, on est là pour parler effectivement de la prévention du cancer du sein, mais c'est important finalement d'être en prévention primaire aussi et de se sentir tous concernés en famille ou bien avec ses amis. Voilà, on vous remercie beaucoup de votre attention. On est vraiment navrés de ces incidents. On va juste répondre à quelques questions, parce qu'on en a eu quelques-unes quand même.
Oui. Donc, si on peut y répondre ensemble. Attendez, je me mets dessus. OK. Tac. Alors, la pilule apportant beaucoup d'hormones en plus dans le corps est-elle un facteur qui joue sur le cancer du sein, puisque c'est un cancer hormonal, comme vous l'avez mentionné? Là, c'est peut-être. Il y a eu beaucoup de débats médicaux sur le sujet. C'était surtout le surrisque du cancer du sein lié à la pilule a surtout été identifié. N'hésitez pas, en tout cas, c'est le moment si vous avez de nouvelles questions, puisqu'on y répondra d'une manière ou d'une autre. Ok. Donc, il y a Isabelle qui nous dit un petit conseil à tous si on se positionne au niveau du bien-être. L'exercice physique le matin au réveil, ça fait du bien et ça permet de commencer la journée avec une activité pour soi. Commencer par quelque chose de simple et ça devient une habitude, un besoin. Bonne journée à tous. Merci Isabelle pour ce partage d'expérience qui, je pense, est réel. Je pense aussi que ça peut être très bénéfique, ce genre de petite routine matinale. Donc, merci du petit conseil. Et la réponse sur la... Oui, donc Nelly, je vois votre question, qu'on n'a pas eu la réponse sur la pilule, donc je vais leur demander qu'elles y répondent. Je pense que nous allons arrêter là. On va encore attendre 1 ou 2 minutes. Mais si ça dure trop, évidemment, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Alors, on a une nouvelle question de Aude que je prends bien de côté pour y répondre soit maintenant, soit dans la semaine. Oui, Annabelle, en effet, c'était compliqué aujourd'hui. On est désolé pour ces petits quicks, vraiment désolé. Voilà. Je pense qu'on va arrêter là. Je suis sincèrement désolée pour ce problème de connexion. Je remercie Béatrice et Carole, même si elles ne sont pas là, je les remercierai directement. Merci à vous tous d'avoir interagi avec nous. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier webinaire avec Émilie Dodin, afin qu'elle nous raconte son histoire et son combat quotidien contre la maladie. Voilà, je vous remercie tous pour aujourd'hui et puis je vous souhaite une très belle semaine et on continue la mobilisation. Voilà, à très bientôt. Au revoir.